Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer comme d'habitude par le rappel de tout ce que nous avons vu la dernière fois. Je vais commencer par les surfaces. On a entamé un nouveau chapitre. Elle s'appelle les surfaces, de R3. Surface de R3. Alors, on a parlé de l'étude affine des surfaces, la nappe géométrique. Voilà, étude. On a effectué une étude. On a commencé notre étude affine des surfaces de R3. Et en particulier, on a parlé de la nappe géométrique. Alors, pour parler de la nappe géométrique, on a commencé par une définition de tout ce qui concerne la nappe paramétrée. Donc, c'est à l'instar des cours, nous avons ce qu'on appelle la nappe paramétrée. Nappe paramétrée de classe CK avec K supérieur ou égal à 1 de R3. Alors, elle est définie par le fait de donner le couple DF où D ou D est un domaine et nous avons l'application F, il est défini de D à valeur dans R3. Donc, l'application, c'est une application, bien sûr, de classe CK quand on parle de nappe paramétrée de classe CK. Une application de classe CK. Alors, on rappelle qu'un domaine de R2 est une partie de connexe. La deuxième définition que nous avons eu l'occasion de voir, c'est la définition suivante. Ça concerne la relation CK équivalent entre deux nappes paramétrées. Donc, définition. On a dit que deux nappes DF et delta G de classe CK sont dites CK équivalent, CK équivalent, équivalente, pardon. Donc, s'il existe un difféomorphisme de classe CK, ce difféomorphisme, il est défini de delta à valeur dans D est tel que nous avons G est égal à F rho θ. Et on a dit que θ est un changement de paramètre. D'un changement de paramètre, donc G est une reparamétrisation de la nappe paramétrée, définie par DF. Alors, on a rappelé la notion du difféomorphisme. On a dit qu'un difféomorphisme de delta à valeur dans D, c'est une application bijective et de classe CK, sa réciproque aussi, elle est
bijectif et il est de classe CK aussi. Alors, on a caractérisé ça par le fait que d'avoir un jacobien qui ne s'annule pas en aucun point de delta. Alors, pour une remarque, nous avons remarqué comme les courbes, remarque. Alors, la première remarque que nous avons vue, c'est le fait que vous avez une relation d'équivalence. C'est laquelle? C'est la relation suivante. Alors, nous avons dit que la relation df et delta G est une classe d'équivalence ou bien est une relation d'équivalence. CK, pardon. Alors, donc nous avons delta G, df et delta G sont CK équivalents, est une relation d'équivalence. Alors, comme deuxième remarque, on a dit que deux nappes df et delta G CK équivalents ont même image. Donc, deux nappes df et delta G, CK équivalent, alors en même image. Et on a eu la définition d'une nappe géométrique par la suite. Donc, on a parlé de la nappe géométrique, définition. Alors, on a dit que la classe d'équivalence, ça veut dire l'ensemble des paramétrisations d'une nappe paramétrique qui sont six cas équivalents entre eux, constitue ce qu'on appelle la nappe géométrique. Alors, une nappe géométrique segment, c'est une classe d'équivalence. Hein. Alors, une nappe géométrique segment de classe séquent de R3 est une classe d'équivalence. D'équivalence de nappe paramétrée de classe, séquent de R3. Pour le deuxième point, on a parlé des nappes, les nappes paramétrées constituent segment, constituant segment, alors sont appelées des paramétrisations admissibles. Sont appelées des paramétrisations admissibles de segment, bien sûr. Alors, et si df est une paramétrisation de sigma, tout difféomorphisme est un changement de paramètre admissible. Donc ici, si df est une paramétrisation de segment,
Tout difféomorphisme θ défini de delta à valeur dans t est un changement de paramètre admissible. Sur sigma. Alors, je rappelle aussi que nous avons l'image commune du paramétrisation est appelée le support de sigma. Donc, l'image commune des paramétrisations de la nappe sigma est est appelée le support de sigma, est noté sub sigma, est appelé le support de sigma et est noté support sub sigma. On a parlé aussi de Susark. Alors, on a parlé aussi du César, qu'on a dit que le César, c'est pas le César, ça coïncide avec ce que nous avons appris quand même pour les cours. Alors, ce nappe, c'est la nappe définie par la restriction de F à un domaine à un domaine U qui est contenu dans D. Alors, on écrit la définition suivante, donc, définition. On a parlé de ce arc. On a dit que soit sigma, je dis toujours ces arcs. Donc, c'est une nappe géométrique de classe CK définie par par une paramétrisation df. Donc, on appelle sous-nappe, nappe de sigma, toute nappe géométrique sigma I définie par la restriction
de F à un domaine U contenant, contenu, pardon, dans D. Alors, aussi, on a parlé de la nappe orientée. Donc, on a parlé de la nappe orientée. On a discuté un petit peu le jacobien. Donc, on a parlé de jacobien du difféomorphisme direct. Ça veut dire que Gθ, le jacobien est positif, ça veut dire il conserve l'orientation. Et pour le Gθ inférieur à zéro, c'est un difféomorphisme qui est indirect, donc il ne conserve pas l'orientation. Alors, on a calculé le Gθ moins 1 par rapport à Gθ et Gθ rho phi. Alors, ce sont deux difféomorphismes différents. Et on arrive finalement à définir ce que c'est qu'une nappe géométrique qui est orientée. Alors, la définition suivante permet de résumer ce que nous avons étudié. Alors, deux nappes paramétrées DF delta G de classe CK sont, sont dites positivement CK équivalente équivalente oui, CK équivalente de nappe. S'il existe un difféomorphisme, un difféomorphisme de classe CK θ, ce difféomorphisme il est noté par θ, donc qui est défini de delta valeur dans D, mais qu'il est direct. Ça veut dire que son jacobien est positif, tel que le G est égal à F rho θ. Ça veut dire G et donc on peut faire un changement de paramètre avec un θ qui est direct. Les classes d'équivalence définies par une relation d'équivalence sont dites nappes orientées, nappes géométriques orientées. Donc les classes d'équivalence sigma définies par cette relation d'équivalence sont dites nappes géométriques. Orientées. Alors,
on a discuté d'un lemme qui est très important. C'est à l'instar des cours. Donc, nous avons un lemme qui permet de caractériser l'orientation d'une nappe. Donc, nous avons pour qu'une nappe géométrique sigma définie par df admette une seule orientation et il suffit qu'il vérifie une certaine condition par rapport au changement de paramètres. Donc, nappe, pour qu'une nappe géométrique, pour qu'une nappe géométrique sigma définie par df admette une seule orientation, il faut, il suffit qu'il existe un changement de paramètre θ défini de d à valeur dans d qui est indirect tel que f est égal à f rho θ. Donc f est égal à f rho θ. Donc ce θ, il est indirect. Alors on a discuté le support du nappe. Donc support du nappe. Alors soit segment, une nappe géométrique de classe séquent définie par la paramétrisation df si M est un point du subsegment, le cardinal de f-1 de M ne dépend pas, ne dépend pas de la paramétrisation choisie, de la paramétrisation F. Alors, on a discuté les camps. Alors, si le cardinal de f-1 M
est égal à 1, on dit que le point est simple. On dit que le point M est simple. Alors, si le cardinal de f moins 1 de M il est égal à un certain P qui est supérieur ou égal à 2, on dit que le point M est multiple. Point M multiple. Alors, il est dit double lorsque P égale à 2, il est dit triple lorsque P égale à 3, ainsi de suite. Alors, nous avons vu la proposition aussi et la caractérisation suivante. Proposition, on a parlé, c'est de faire le rappel pour comme ça vous pouvez me suivre par la suite. Donc, une nappe géométrique, il est simple si tous les points de son support sont simples. Alors, une nappe géométrique, il dit, il dit simple si tous les points de son support sont simples. Toute nappe admet deux orientations. Aussi, c'est une proposition, une caractérisation qui caractérise les nappes simples. Proposition. Donc, toute nappe simple admet deux orientations distinctes. On a parlé des nappes régulières. Les nappes régulières, après discussion, on a constaté qu'une nappe régulière, c'est une nappe pour laquelle euh, la différentielle est de rang 2. Donc, définition. Une nappe géométrique, segment, définie par une paramétrisation BF, est dite régulière si la différentielle par rapport à M est de rang 2. Et de rang pour toutes M appartient à 2.
Et on a la caractérisation suivante. Donc, ceci est une définition, mais la caractérisation est très facile de la vérifier. Donc, vous avez la caractérisation des nappes régulières. Proposition. Alors, pour que la nappe sigma soit régulière, il faut il suffit pour toute UV de D, les vecteurs, la dérivée partielle de F par rapport à I de UV et la dérivée partielle de F par rapport à V de UV soient linéairement indépendantes. Linéairement indépendantes. Oh, indépendantes. Ça veut dire quoi? On a écrit ça comme remarque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sigma est régulière lorsque ceci est équivalent à dire que la dérivée de f par rapport à i, vectorielle dérivée de f par rapport à v, sont produit vectoriel est différent de 0 pour toute uv appartient à d. Alors, on a donné un exemple de la paramétrisation cartésienne. Alors, on a parlé de la paramétrisation cartésienne comme exemple. Paramétrisation cartésienne. Alors, on a dit que la paramétrisation cartésienne, elle est définie comme suit. C'est une paramétrisation qui est définie par f, définie de d à valeur dans R3, qui à chaque UV, on fait associer une application, une fonction qui est, donc on fait associer l'application suivante, x est égal à u, y est égal à v, et z égale à f appliqué à uv. Avec d est un domaine de R2, donc il est dans R2, et on a f qui appartient, qui est défini de d à valeur, qui est défini par l'application f définie de d à valeur dans R. Elle est de classe CK. Alors, toute nappe sigma définie par une paramétrisation cartésienne f est dite simple est une nappe d'équation suivante. Alors, on peut tout simplement définir la nappe cartésienne par la nappe d'équation suivante. C'est une nappe d'équation cartésienne Z est égal
f de x, y. Alors, comme caractérisation aussi, on a vu cette caractérisation, proposition, toute nappe géométrique de classe CK avec K supérieur ou égal à 1, admettent, admettons une paramétrisation cartésienne et simple et régulière. On a cité un théorème très important qui est le suivant. Donc, théorème, nous avons donc soit sigma, une nappe géométrique de classe CK. F est une application D à valeur dans un point, une paramétrisation de sigma. Nous avons M0, c'est U0, V0 appartient au domaine D, tel que le point M0 est régulier. Ça veut dire que DF M0 est de rang 2. Alors, il existe un D0 inclus dans D et M0, tel que M0 appartient à D0, tel que sigma 0 qui est la nappe, qui est la restriction, la sous-nappe de F, donc définie par la restriction de F à D0, définie par la restriction de F à D0 et est une paramétrisation cartésienne. Admit, donc sigma 0 admit une paramétrisation cartésienne. Alors, on a parlé de la nappe plongée, nappe plongée, plongement et nappe plongée. On a dit que une paramétrisation FD définition. Alors, une paramétrisation F de D à valeur dans R3 est appelée un plongement si un, donc pour toute M appartient à D, DFM est de rang 2, ça veut dire il est régulier en tout point, est de rang 2. Deuxième point, nous avons l'application F bar définie de D à valeur de F dans FD est un homéomorphisme. C'est un homéomorphisme.
Alors, bien sûr, si une paramétrisation normale est un plongement, ça veut dire que toute paramétrisation de la surface, si une paramétrisation de façon générale d'une surface sigma est un plongement, ça veut dire que toute paramétrisation euh, admissible, ça veut dire admissible, ça veut dire toute paramétrisation qui s'obtient avec le changement de paramètre θ et aussi un plongement. Alors, on dit dans ce cas-là, le sigma est dit plongé dans R3. Donc, la surface est plongée dans R3. Alors, on a discuté, donc la dernière chose qu'on a discuté, c'est le plan tangent par rapport à la position du plan tangent par rapport la position du plan tangent de façon générale. Donc, on a parlé des points stationnaires, du point régulier. Alors, je termine par ça et je rappelle l'équation caractéristique du plan tangent. Donc, vous avez le plan tangent, définition, soit sigma, une nappe géométrique définie par DF, donc le couple DF, l'application et le domaine. Et nous avons M est égal à F de M, un point, un point de, un point de sigma, un point simple de sigma. Alors, nous avons M est dit stationnaire, M est stationnaire. Stationnaire. Si la déréférentielle cette fois-ci de M, il est différent de 0, bien évidemment, mais il est plus petit, on est en particulier plus petit, et de rang plus petit que 1. Alors, M est dite régulière, c'est un point régulier. Si la différentielle, bien sûr, est de rang 2, est de rang 2, c'est par définition. Dans ce cas, qu'est-ce que vous avez? L'espace vectoriel. On définit dans ce cas le plan tangent vectoriel. Le plan tangent vectoriel est défini, le plan vectoriel tangent ou bien plan tangent vectoriel est défini de sigma, est défini comme suit. C'est Tm, il est représenté par le plan Tm, qui est l'image de la différentielle de f par rapport à m. Alors, en m, ici. Le plan tangent, c'est le plan passant par le plan affine, passant par M et de direction TM. Le plan tangent, c'est le plan affine et le plan M passant par M et de direction TM. Donc, je termine par la dernière chose vue dans la séance précédente. Il s'agit du plan de l'équation cartésienne du plan tangent. L'équation cartésienne du plan tangent. C'est x moins f I0, V0, dérivé de f par rapport à i,
de U0, V0, dérivé de F par rapport à V, U0, V0. Si vous avez Y moins G de U0, V0, dérivé de G par rapport à U0, V0, dérivé de G par rapport à V, U0, V0. La dernière, c'est Z moins H de U0, V0, dérivé de H par rapport à U0, V0, dérivé de H par rapport à V, U0, V0. Alors, cette matrice, son déterminant égale 0. C'est ça ce qui permet d'avoir l'équation caractéristique. Maintenant, dans le cas particulier de en fait, la paramétrisation cartésienne F, ça veut dire une paramétrisation définie de xy qui est associée à chaque xy par xy f de xy, l'équation cartésienne devient, on a l'équation cartésienne devient l'équation suivante. F de x0, y0 est égal x moins x0 dérivé de f par rapport à x appliqué à x0 égale 0 plus y moins y0 dérivé de f par rapport à y de x0, y0. Voilà. Et on a terminé avec les rappels. C'est un petit peu long parce que il y avait besoin de rappeler tous ces éléments-là pour passer à un élément qui est très important, bien sûr, pas moins que ce que nous avons déjà cité. Alors, la chose suivante sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui, c'est la position d'une nappe par rapport à un plan tangente, classification des points elliptiques, hyperboliques et paraboliques. Alors, pour cela, on se donne sigma, une nappe géométrique de classe CK. Donc, une nappe géométrique de classe CK. Voilà. Une nappe géométrique, vous avez besoin d'une nappe géométrique de classe CK. Avec K, il est supérieur ou égal à 2. Et vous avez besoin d'un point M0, un point qui est simple et régulier. Simple, ça veut dire quoi simple? Ça veut dire que cardinal de f-1 de m est égal à 1. Et le point régulier, ça veut dire que d de fm est de rang 2. Alors, on peut alors supposer que sigma est défini par une équation cartésienne, z est égal à f de xy. Ça veut dire la paramétrisation f est une paramétrisation cartésienne. Cartésienne. Alors, quoi d'autre? Donc, nous avons besoin de f, une fonction numérique de classe CK. Avec k supérieur ou égal à f, une fonction numérique de classe CK avec k supérieur ou égal à 2. Définie sur un domaine D de R2. Posons maintenant M0, X0, Y0, Z0, F0. N'oubliez pas que votre application F, c'est une application qui est définie de D à valeur dans R3 et qui à chaque X, Y, on fait associer X, Y, F de X, Y. Alors, oui, c'est une paramétrisation cartésienne. Alors, je calcule les quantités suivantes. Donc, ce sont des calculs intermédiaires. C'est la dérivée de f par rapport à x, la dérivée de f par rapport à y. Et on note, et on prend les notations P et Q. Alors, on calcule les dérivées partielles d'ordre 2, d'ordre supérieur. Rappelez-vous que nous avons fait des rappels concernant ces notions-là. Alors, nous avons à calculer la dérivée seconde euh, par rapport à x, la dérivée seconde par rapport à x, puis par rapport à y, la dérivée seconde par rapport à y aussi.
Alors, et c'est à retenir ces notations-là. Vous avez P, Q, R, S, T. Alors, on en aura besoin ce sont des notations qui sont plutôt universelles. Et oui, on aura besoin de les garder à l'esprit, ces notations-là, parce que alors, c'est l'objectif. Alors, ce sont l'objet d'une discussion par rapport à ce que sont des points elliptiques. Est-ce que votre M0 est un point elliptique ou bien parabolique ou bien hyperbolique? Tout dépend d'une combinaison entre les trois variables. Alors, en appliquant la formule de Taylor à l'ordre 2, à la fonction f au point x0, y0, on obtient ce qui suit. Alors, c'est juste le développement de Taylor, ou bien la formule de Taylor à l'ordre 2. Voilà. Alors, l'équation du plan tangent, alors c'est l'équation de tout à l'heure. Je rappelle l'équation. C'est x, c'est z, pardon, z moins f de x0, y0 qui est égal à x moins x0, dérivé de f par rapport à x, appliqué à x0, y0, plus y moins y0, dérivé de f par rapport à y, appliqué à x0, y0. Vous devez appliquer cette formule pour pouvoir avoir le plan tangent de Tm0 à sigma en un point M0. Alors, et notons pas le point M, bien sûr, c'est le point de coordonnées x, y, z, m est égal à f de x, y. C'est un point quelconque de sigma. Nous avons un autre point P qui appartient au plan tangent. Donc, vous avez x, y, z, p, phi, x, y, qui est un point du plan tangent M0. Ici, c'est un point de sigma. Alors, si, si en utilisant en fait ce qui suit, en utilisant l'équation du plan tangent, on retrouve l'équation suivante. Donc, nous avons Zm moins Zp, c'est exactement cette équation. Alors, la forme, soit Q, la forme quadratique définie sur R2. Maintenant, on va utiliser l'algèbre. Alors, soit Q, la forme quadratique définie sur R2, définie par la chose suivante. Donc, vous avez QXY, c'est x carré R plus 2xys, fois plus y au carré t. Rappelez-vous que x moins, en fait, si on revient à notre expression, cette expression-là, si je note ici par x, alors elle sera x carré. Ici, on note ça par x, c'est x carré. Ici par x, donc c'est x, et ici par y, c'est x fois y. Y moins 0, c'est y au carré. Donc, la forme quadratique, c'est celle donnée par cette équation-là, cette fonction-là. Avec r, on a dit que c'est la dérivée de f par rapport à x, dérivée seconde, x0, y0. S, c'est la dérivée au carré de f de x par rapport à x par rapport à y de x0, y0. Et nous avons y qui est la dérivée au carré de f par rapport à z au carré x0, y0. C'est pour cela, je vous ai dit tout à l'heure, il faut retenir ces notations-là. Euh, pas autant, pas du tout. Donc, c'est pas justement tout simplement pour cette forme quadratique, mais pour le reste du travail. Alors, on remarquera que la nature de cette forme quadratique, c'est-à-dire dégénérer en non défini positif ou négatif, en non défini, ne dépend pas du choix du repère dans lequel le morceau de nappe considéré est représenté par z est égal à f de x, y. Ça veut dire quoi?
que cette quantité, donc, ou bien la nature de cette forme quadratique, est-ce qu'il est dégénéré? Ou bien non? Est-ce qu'il est défini positif ou défini négatif? Ou bien non, il n'est pas défini. Alors, tous ces paramètres-là, ou bien toutes ces caractérisations ne dépendent pas du choix du repère. D'accord? Donc, ils dépendent d'autre chose, mais ils ne dépendent pas du choix de repère. Ça veut dire que c'est un invariant aussi géométrique. Alors, la nature de Q traduit dans une propriété le cas de la nappe sigma au point M0. Alors, regardez, on distingue en trois types de points en utilisant R, S et T. Alors, pour savoir laquelle du point, du type de point que nous avons, il faut calculer la quantité S carré moins RT. Alors, S carré moins RT, alors c'est à peu près, en fait, le, comment on dit, donc, vous avez la forme quadratique, ce sont des éléments qui sont liés à la forme quadratique. Alors, je calcule S carré moins R fois T. Alors, si S carré moins R moins T il est inférieur à 0, dans ce moment-là, donc à ce moment-là, je dis que le point, il est elliptique. Si la forme qui est définie positif ou négatif, le point M0 est alors dit elliptique. Dans ce cas, le produit, et si ce cas se produit, si celui-ci est carrément RT inférieur à 0. Alors, pour les points voilà, avant de passer au point hyperbolique, nous avons la différence Zm moins Zp garde alors un signe constant. On traduit ce fait en disant que la nappe sigma reste au voisinage de M0, du même côté du plan tangent. On dit que sigma présente au point M0 la disposition en ballon. C'est comme lorsque nous avons l'approche que nous avons utilisée pour caractériser en fait euh, le plan, c'est pas le plan, mais la tangente à une courbe gamma. Donc, nous avons soit le point son point d'inflexion, soit les points sont réguliers, soit nous avons un point de rebroussement de première espèce, un point de rebroussement de deuxième espèce aussi. Mais ici, on appelle ça donc la disposition en ballon. Alors, pour les points hyperboliques, nous avons la caractérisation suivante. Alors, toujours la forme Q est non dégénérée et non définie. Le point M0 est alors hyperbolique. Ce cas se reproduit lorsque S carré moins RT est supérieur strictement à 0. Donc, si S carré moins RT est supérieur strictement à 0, on dit automatiquement que votre point il est hyperbolique. Alors, pour expliquer ce point-là, la différence Zm moins Zp change de signe. Donc, la nappe sigma traverse son plan tangent. On dit que sigma présente au point M0 la disposition en col ou en selle. Donc, nous avons notre tangent qui traverse la nappe sigma. Donc, c'est presque la même chose quand on a les points d'inflexion. Alors, pour le point parabolique, on va calculer la même quantité, mais cette fois-ci, si on trouve S carré moins RT est égal à 0, on dit que le point est parabolique. Ça signifie quoi? Que la forme qui est dégénérée, le point M0 est alors dit un point parabolique. Dans ce cas, il n'existe pas de résultat général. Cependant, si la nappe sigma est de classe CK avec K supérieur ou égal à 3, il est peut-être possible de donner plus de précision. Ça veut dire on ne peut pas conclure, on ne peut pas dire comme pour le point parabolique, pardon, pour le point elliptique, nous avons une disposition en ballon. Pour les points hyperboliques, nous avons une disposition en col ou en selle, mais pour les points paraboliques, on ne peut pas donner une nomination à cette situation parce qu'on ne peut pas conclure. Sauf si, dans le cas échéant, c'est le cas où vous avez une sigma, une nappe qui est de glace,
ces cas avec particulièrement quand il est supérieur ou égal à 3. Donc, voilà, donc c'est tout ce que nous avons jusqu'à présent par rapport à la première partie. Par rapport à cette notion de la position de la nappe par rapport à sigma, je pense que je vais m'arrêter là et on reprend dans quelques instants. Donc, je vous donne un quart d'heure et on reprend par la suite. Je vous écoute si vous avez des questions.